Le Grand Direct s'intéresse aujourd'hui à la région. Il est vrai que pendant cette période de pandémie, il n'est pas possible pour les candidats de faire une campagne comme on la connaissait traditionnellement, avec des rencontres, avec des grandes réunions publiques. Eh bien, nous avons décidé d'inviter donc les candidats à venir sur Lourdes Actu. Et je vous remercie, la liste du courage pour l'Occitanie, d'avoir accepté notre invitation. J'accueille Stéphanie Lacoste. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, merci beaucoup de nous recevoir. Et j'accueille aussi Romain Giral. Bonjour. Stéphanie Lacoste, vous êtes mariée, vous êtes conseillère municipale à Lourdes, mais vous avez été également maire de la commune de Bossens pendant 2 mandats. Tout à fait. Vous êtes de profession directrice d'emploi de Tarbes et de Lourdes. La chose publique, c'est quelque chose qui vous intéresse, Stéphanie? C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. J'ai eu comme modèle certains membres de ma famille dans le Tarn-et-Garonne qui se sont beaucoup investis. Mon grand-père, mon oncle, ma tante, mon père. Et j'ai toujours aimé rendre service. J'aime les gens, j'aime m'investir, j'aime défendre des causes. Et il est vrai que quand je suis arrivée dans les Hautes-Pyrénées, et notamment à Bossens, il m'a été proposé de m'investir. Je me suis investie avec cœur. J'ai toujours d'ailleurs ce village dans mon cœur. J'y ai fait 2 mandats. 2 mandats de maire. J'ai été présidente de la communauté de communes de la vallée d'Argelès-Gazost. Il me semble important, surtout qui plus est dans les temps contraints dans lesquels nous vivons, de nous investir. Voilà. Que ce soit dans le milieu associatif, dans le milieu public, politique, autre. Ça me semble très important et je l'ai à cœur. On vous connaissait centriste, on peut peut-être être étonné de vous voir sur une liste des Républicains. Alors, du tout. Aurélien Pradier est un homme de terrain, c'est un homme d'expérience, c'est un homme qui s'est construit maire, puis président de communauté de communes, conseiller général à l'époque, conseiller régional, aujourd'hui député du Lot. C'est quelqu'un qui a un programme dont je partage les axes, des axes forts. Il propose une alternative, un autre choix. Je rappelle qu'il porte la liste des Républicains et du centre. J'ai toujours été centriste, je n'ai pas changé. Merci beaucoup. Romain Giral, vous êtes né à Tarbes, vous êtes un Tarbais. Tout à fait. Vous êtes pacsé, vous avez 2 enfants, vous êtes avocat au barreau de Tarbes. Tout à fait. Et vous êtes adjoint au maire depuis le nouveau mandat, depuis donc juillet 2020, et vous aviez été conseiller municipal de 2014 donc à 2020, toujours dans la commune de Tarbes, autour de Gérard Trémège. Toujours. Vous êtes d'ailleurs, depuis avril 2021, vous êtes le nouveau président de ce parti qui est les Républicains sur les Hautes-Pyrénées. Tout à fait. Vous aussi, c'est quelque chose d'important, la chose publique, de s'investir. Je pense que vous avez un métier qui est assez prenant, celui d'avocat, Oui. et vous prenez quand même du temps sur votre vie personnelle pour faire de la politique, pour la chose publique. Oui, parce que c'est ma passion. C'est ma passion. Depuis enfant, j'ai toujours été un porte-étendard de la ville de Tarbes, du département des Hautes-Pyrénées. À chaque fois que j'ai eu à me déplacer pour les études, pour mes premiers emplois, j'ai cherché à être toujours un ambassadeur de ce département. Et mon engagement en politique, mon engagement à Tarbes correspond à cette passion. Je me suis engagé aux côtés de Gérard Trémège parce que je l'ai vu transformer cette ville de Tarbes, que c'était ma famille politique et l'engagement que j'ai depuis avec lui m'a conforté dans cette envie de m'engager au service des autres. La politique, c'est un exercice qui est exigeant. Vous le disiez, il impose des contraintes lorsque par ailleurs on exerce une activité professionnelle prenante. Pour ma part, je considère qu'il est indispensable d'avoir aussi à côté un engagement professionnel qui porte, qui ouvre vers les autres. Voilà. La liste que nous présentons d'ailleurs dans le département n'est pas une liste de professionnels de la politique. Nous sommes tous engagés sur le terrain professionnel, sur le terrain associatif. Il n'y a aucun professionnel de la politique dans cette liste. Il n'y a que des gens qui savent ce qu'est entreprendre, investir, emprunter. Et pour reprendre une expression que j'ai déjà utilisée et qui me tient beaucoup à cœur,
nous présentons pour les Hautes-Pyrénées une équipe de développeurs. C'est vraiment notre état d'esprit et la politique, ça sert à ça. Ça sert à rendre service aux gens, ça sert à faire avancer un département, un territoire, une région. Et c'est en tout cas la proposition que nous ferons aux habitants des Hautes-Pyrénées. Puisque vous êtes des développeurs, parlons un peu de développement économique. Oui. C'est vrai que la région a aussi une importance dans les aides aux collectivités et tout à chacun, hein, puisque ça finance quand même les lycées, les transports. Le développement économique, c'est quelque chose que vous avez mis en avant et que j'aimerais discuter, que vous nous approvisiez, ce que vous proposez, vous, dans le développement économique. Alors d'abord, vous avez raison de rappeler que la région, c'est avec les communautés de communes et d'agglomération, l'échelon en charge au cœur de la compétence du développement économique. Donc c'est une compétence qui est naturellement majeure pour le développement des territoires, puisque ça va recouvrir l'aide aux entreprises, la formation professionnelle, qui est un thème aussi très important, et puis la région en tant que collectivité donneur d'ordre est aussi pourvoyeuse de marchés publics à travers des grands chantiers, les transports, les routes, etc. Il est vrai que le développement économique est au cœur des compétences de la région, mais il est aussi au cœur des préoccupations actuelles. Nous sommes dans une phase qui va être une phase de redémarrage économique après l'une des plus graves crises que nous avons connues depuis des décennies. Et la région doit demain jouer ce rôle moteur. Alors pour cela, la liste que nous présentons autour d'Aurélien Pradier fait une proposition nouvelle et originale qui va consister en la création d'un fonds souverain régional. Alors qu'est-ce que c'est ? Expliquez-nous. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce fonds souverain régional ? C'est tout simplement, comme son nom l'indique, un fonds destiné à recevoir des apports en capitaux, dans lesquels on va retrouver tout à la fois des prises de participation publiques et privées. L'idée, c'est que la région puisse demain servir à amorcer l'alimentation de ce fonds souverain régional par une mise de départ de 25 millions d'euros qui pourrait entraîner la prise de participation dans une même proportion de 25 millions d'euros des villes, communes, communautés de communes, communautés d'agglomération. Et enfin, une ouverture au public, puisque l'épargne populaire peut aussi être mobilisée pour venir abonder ce fonds régional. Et l'idée, c'est à partir du capital qui serait constitué au départ, donc à hauteur de 3 fois 25 millions d'euros, de créer un effet de levier pour aboutir à une surface financière plus importante. Et ce fonds souverain régional, il pourrait demain venir prendre des participations dans le capital des sociétés de la région. Le constat que nous faisons, c'est que pour l'instant, l'aide aux entreprises prend la plupart du temps la forme de subventions sur des projets ciblés, identifiés. Or, dans la période de crise que nous traversons, on s'aperçoit que l'un des problèmes importants des sociétés, y compris dans notre département, c'est parfois la sous-capitalisation. Lorsque, et là je le vois aussi avec un œil professionnel de par le métier que j'exerce, lorsque nous recevons des entreprises en difficulté, nous nous apercevons qu'il y a certes un problème souvent de liquidité, de trésorerie, d'accès à la trésorerie et au crédit, mais sur ce point, l'État a fait les prêts garantis par l'État qui sont venus quand même apporter une aide substantielle. Et nous, demain, nous souhaitons que les entreprises puissent aussi consolider leur capitalisation. Et ce fonds souverain régional que nous proposons peut répondre à ce défi-là. Quelle importance d'entreprises qui auraient droit à ça ? Toutes les entreprises seraient éligibles. Il faut bien garder à l'esprit que ce qui fait vivre le tissu économique local, ce sont souvent des entreprises de taille petite ou moyenne. Donc ce fonds souverain régional ne serait pas destiné aux plus grandes de nos entreprises, mais aurait au contraire vocation à alimenter l'ensemble du tissu économique régional. Nous sommes ici à Lourdes, par exemple. Oui. On sait que le secteur hôtelier a beaucoup souffert. Tout à fait. Il fait beaucoup d'emplois quand même dans cette ville et dans cette région. Vous viendrez donc en aide à certains peut-être localement ici, puisqu'on est sur Lourdes Actu. C'est vrai que la région c'est grand, mais là on parle sur un média local. Et comment localement ce fonds viendrait aider ? Alors précisément, ce fonds souverain régional pourrait entrer au capital des entreprises qui en exprimeraient le souhait.
Lorsqu'aujourd'hui on rencontre... Ça ne ferait pas peur, je vous coupe, est-ce que ça ne fait pas peur que la région rentre dans le capital de Alors, l'entreprise? c'est une possibilité. C'est une possibilité qui serait demain ouverte aux entreprises qui en exprimeraient le souhait. Mais il va de soi que tout le soutien aux entreprises, sous la forme actuellement connue dans le cadre des compétences de la région, ne serait pas du tout remis en cause. Oui, Hein. oui. Entendons-nous bien. Voilà. Les deux continuent. Hein. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Ce que je veux dire, car cela nous tient beaucoup à cœur dans cette liste, c'est que nous avons pris l'exacte et la pleine mesure de ce qu'il est en train de se passer à Lourdes. Nous avons déjà accompli plusieurs visites de terrain dans le cadre de cette campagne. Nous sommes aujourd'hui à Lourdes avec une équipe sur le marché à la rencontre des commerçants, mais nous sommes déjà venus ici, en présence d'ailleurs d'Aurélien Pradier. Nous avons rencontré des socioprofessionnels locaux. Donc l'exacte teneur des problèmes que rencontrent aujourd'hui les hôteliers et les commerçants, nous les connaissons. Nous les connaissons. Et nous avons eu d'ailleurs un tour de table avec Aurélien Pradier qui a souhaité les rencontrer. Et Lourdes, en réalité, a cumulé au cours de cette crise sanitaire les handicaps posés par cette situation nouvelle. Puisque habituellement, c'est une ville qui fonctionne sur des déplacements de groupe, depuis l'international, avec des personnes ou des publics âgés ou fragiles. Et donc, il est évident que 2 saisons ou 3 consécutives complètement impactées par la crise que nous connaissons appellent de la part des pouvoirs publics une réponse forte. Et donc, à travers le maintien et le développement des aides aux entreprises, à travers la création de ce fonds souverain régional, à travers aussi la commande publique de la région, qui de même pourra investir dans les transports, les routes, le transport aéroportuaire, eh bien, nous entendons apporter des réponses à toutes ces problématiques. Voilà. Ce fonds souverain régional, donc, c'est une nouveauté. C'est ce que vous C'est une proposez. nouveauté. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est une nouveauté et c'est dans le domaine économique ce qui nous distingue des autres listes. L'idée, c'est d'essayer, autant que faire se peut, de basculer d'une logique de simple subvention à une logique de soutien et de capitalisation. Voilà. Pour ancrer le redémarrage économique que nous souhaitons sur le long terme. C'est ça le but. C'est ça le but, c'est ce fonds souverain donc régional que vous proposez. Tout à fait. Il y a bien sûr d'autres propositions dans le cadre économique, avec des prêts à taux zéro pour des jeunes entrepreneurs, avec la redéfinition aussi concernant les marchés publics, de nouvelles clauses d'attribution des marchés pour prendre en compte l'impact environnemental, le soutien aux entreprises locales, etc. Donc il y a un ensemble de propositions qui doit permettre demain à la région de jouer pleinement son rôle de soutien aux entreprises et au monde économique. Et j'ajoute que dans la liste que nous présentons, ce sont des sujets qui nous animent et qui nous tiennent à cœur parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des commerçants, il y a des indépendants, des professions libérales. Et donc, tout ce thème de l'investissement, de l'entreprise, ce sont des sujets qui nous parlent parce que nous les connaissons. Voilà. Et ça, c'est important parce que quand on fait des propositions, il faut aussi, j'allais dire, avoir fait la preuve eh bien, que l'on connaît les sujets et qu'on est capable de les porter. Et je crois que c'est le cas sur notre liste. Vous parlez d'entreprises, il est vrai que des fois, des entreprises sur des marchés publics, hein, que ce soit dans une mairie, dans un département, Oui. Beaucoup d'entreprises n'y vont pas parce que les papiers demandés ou les dossiers à remplir sont des fois un peu compliqués. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque part aussi des fois des simplifications? Alors c'est vrai qu'il y a le terme, pas le terme, mais il y a la réglementation quand même. Oui. Un marché public, ça ne se fait pas comme ça pour pas que les élus soient, Tout à fait. soupçonnés de favoritisme. Mais moi, je connais beaucoup d'entreprises qui nous disent, je n'ai pas répondu, c'est une usine à gaz à répondre au marché public. Mais vous avez totalement raison. C'est un sujet que je connais aussi en tant qu'élu, puisque à la mairie de Tarbes, je suis en charge des marchés publics, de la commande publique. Certaines entreprises, aujourd'hui, ne disposent pas nécessairement soit des équipes, soit des réflexes, simplement, pour répondre correctement à des marchés publics. Il faut savoir que les collectivités ont, dans le cadre de la réglementation très stricte que vous avez rappelée, ont malgré tout la possibilité d'aller à la rencontre des acteurs locaux de l'économie pour expliquer la consistance d'un dossier de marché public. Nous faisons le constat que toutes les entreprises, petites, moyennes ou grandes, aujourd'hui,
ne se lance pas nécessairement dans la réponse au marché public alors qu'elle le pourrait et qu'elle le devrait. Voilà. Donc tout ce qui pourra aller dans le sens d'une simplification, d'une facilitation et je dirais d'une explication tout simplement des mécanismes nécessaires à la réponse à ces marchés publics ira dans le bon sens. Et c'est aussi un pan important des propositions que fait Aurélien Pradier au niveau de ces régionales. Merci beaucoup Romain Giral. On reviendra vers vous parce qu'il y a un volet que je voudrais évoquer avec vous, c'est celui de la sécurité. Oui. Alors bien sûr, la région n'a pas la compétence de donner des ordres aux policiers, mais on parlera de sécurité aux abords des lycées. Puisqu'elle a cette compétence-là, et dans le transport, les trains express régionaux par exemple, et les bus qui sont mis à disposition. Stéphanie Lacoste, j'aimerais qu'avec vous, on parle des 3 grandes causes que ce programme a mis en avant. Celui du handicap, celui de la protection contre les violences faites aux femmes et aux enfants, et enfin la lutte contre la pauvreté. Le handicap. Important. En plus, on est dans une ville à Lourdes où le handicap prend toute son importance. Tout à fait. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Romain, parce que finalement, il y a un lien entre tout. Quand on parle de développement économique, on parle d'économie, on parle d'attractivité de territoire et on parle d'emploi. Et quand on parle d'emploi, on parle de dignité. Donner de l'emploi aux gens, c'est leur donner une dignité, un sentiment de se sentir utile. Et je voulais faire ce lien avec les 3 grandes causes parce qu'il y a vous savez, Aurélien Pradier, ce n'est pas des paroles, c'est quelqu'un qui veut agir. C'est quelqu'un qui est à l'écoute du territoire et à l'écoute des habitants d'Occitanie. Ça me semblait être une précision importante parce que c'est une notion sociale extrêmement importante et surtout face à la crise que nous traversons, voilà, dans un contexte extrêmement contraint, etc. Maintenant, venons-en effectivement aux 3 grandes causes portées par Aurélien Pradier, le handicap, la lutte contre la pauvreté, les violences faites aux femmes et aux enfants. Là, une fois de plus, ce ne sont pas que des paroles. Aurélien Pradier a ces notions très à cœur et souhaite les mener. Le handicap, il est vrai que des mesures, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple sur des mesures que la région pourrait amener sur le handicap? Alors, bien entendu, ce seront des aides en termes d'accessibilité. Ce seront des accompagnements en termes de l'accès à l'emploi, en termes d'accès à un certain nombre d'associations, en termes d'aide, je l'ai dit, je crois. Ce sont des notions qu'il porte et qu'il souhaite défendre. Il y a quelque chose qui me vient comme ça en discutant avec vous. Il est difficile des fois, lorsque on est une personne lambda, d'aller chercher l'information. On a un exemple. J'ai acheté une voiture électrique d'occasion. Et c'est le garagiste, c'est le concessionnaire qui m'a vendu ce véhicule, qui me dit qu'il y avait une aide de la région pour l'achat d'un véhicule, bien sûr en respectant les conditions. J'ai eu du mal à trouver sur le site internet de la région ce chèque, cette aide qui était quand même intéressante puisque c'était 2 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique. Comment faire aussi pour simplifier ou aller chercher l'information? On ne peut pas donner toutes les informations. Par exemple, quelqu'un qui est touché par le handicap ou qui veut aider une personne qui rentre dans l'âge et faire des changements dans sa maison, faire des aménagements. Est-ce que vous avez aussi quelque part prévu des thématiques pour qu'on trouve cette information? Moi, franchement, j'ai eu du mal à trouver cette information sur le site de la région. Si le concessionnaire ne me l'avait pas dit, je serais passé à côté. Les choses sont toujours perfectibles, bien sûr. Il est certain que la région intervient beaucoup en matière d'aide directe aux entreprises, aux citoyens, etc. Il y a de toute façon quand même des choses à revoir dans l'organisation de la région. Et ça fait partie aussi de notre volet des propositions que nous faisons. Nous savons que la région Occitanie telle qu'elle existe aujourd'hui est née de la fusion de l'ex-Midi-Pyrénées et de l'ex-Languedoc-Roussillon. Et à cette occasion, d'ailleurs d'autres
organes de presse ou la Chambre régionale des comptes en ont assez abondamment parlé. À cette occasion, l'organisation qui a résulté de cette fusion n'est pas du tout optimale. Beaucoup de postes sont dédoublés entre Toulouse et Montpellier. Voilà. C'est une réforme qui a été vraisemblablement conçue sur un coin de table. Elle devait conduire à des économies et en Occitanie comme dans d'autres régions, elle a en réalité conduit à une explosion des dépenses sur l'organisation des assemblées plénières, sur tous les postes dédoublés entre Toulouse et Montpellier quand ils ne sont pas triplés. Donc il est certain qu'à l'occasion du débat qui s'ouvre pour ces élections régionales, il me paraît indispensable de parler un peu de la rationalisation de l'utilisation de l'argent public. Voilà. Et si cette réorganisation des services peut permettre ensuite d'améliorer l'information que l'on donne aux citoyens, à ce moment-là, le pari aura été gagné. Mais il y a beaucoup de chemin qui reste à parcourir sur ce sujet. Beaucoup. Stéphanie ? Oui, je voudrais compléter par mon propos de tout à l'heure sur les grandes causes parce que Aurélien Pradier souhaite une mobilisation générale avec des appels à projets pour les associations, par exemple, et j'ai omis de le dire, et de l'investissement auprès des acteurs économiques. Concernant le handicap, par exemple, il veut faire en sorte... Enfin, il y a des entreprises régionales qui maîtrisent parfaitement le savoir-faire en domotique, par exemple, et en intelligence artificielle. Eh bien, il faudra les soutenir. Il veut les soutenir. Un petit point sur l'écologie également. Il veut faire en sorte que la politique environnementale soit positive et non pas punitive. Nous aimons notre terre, nous sommes tous, nous avons cette sensibilité écologique. Mais il faut que ce soit positif et non pas punitif. Qu'elle crée de l'emploi. On revient à l'emploi dont on parlait longuement. Sur l'hydrogène, par exemple, sur la recherche d'énergie nouvelle, nous avons des entreprises de pointe, eh bien, notamment dans l'aéronautique. Il faudra leur faire confiance et les aider, c'est ce que nous voulons faire. C'est un point que je voulais rajouter. Mais il était effectivement important. Parlons de sécurité. Oui. Les médias aujourd'hui font écho de beaucoup de choses, des policiers qui étaient en colère avec une manifestation nationale, avec encore quelqu'un qui a été abattu par la police parce qu'il avait blessé une policière municipale et après il s'est retranché chez quelqu'un, il a pris un otage. En fait, les médias ne font que des faits divers qui sont glaçants. Vous me disiez que votre liste voulait apporter des réponses en ce qui concerne la sécurité dans les transports et autour des lycées. C'est quoi concrètement ? Tout à fait. Pour moi, ce sujet, il est central. Il est central et je ne laisserai pas d'autres candidats dire qu'il ne faudrait pas en parler au motif que ce n'est pas dans les compétences de la région. Aujourd'hui, vous sortez, vous faites un micro-trottoir, vous allez au marché de Lourdes, vous allez au marché de Tarbes. Tout le monde est proprement effaré de l'affaissement de l'autorité dans ce pays. Voilà. Et si nous sommes candidats à des élections, qu'elles fussent régionales, départementales ou nationales, ce n'est pas pour se dérober sur ce sujet. Pour moi, le problème de sécurité, il renvoie à une problématique plus globale d'autorité. Aujourd'hui, l'autorité, elle est défiée dans toutes ses composantes, que l'on parle des forces de l'ordre, que l'on parle de l'autorité qui s'attache à l'exercice de fonctions électives locales, les maires sont de plus en plus souvent agressés, etc. Ce sont des choses qui sont proprement inadmissibles. Et je considère, vous me pardonnerez cette incursion sur le terrain plus politique, je considère à titre personnel, et nous sommes nombreux à le considérer, qu'il s'agit d'un grave échec du pouvoir en place. Voilà. Donc, nous sommes des candidats et nous voulons apporter des solutions. Sur le terrain de ces élections régionales, figurent parmi les compétences de la région les lycées, les transports. Aujourd'hui, nous disons qu'un président de conseil régional élu en 2021 doit s'emparer de ces sujets et doit s'emparer de ce thème de la sécurité, quand bien même il ne figure pas expressément dans les compétences de la région. Nous faisons en effet des propositions sur deux sujets sensibles. C'est d'abord la sécurisation des abords des lycées. Il est proprement inadmissible et inconcevable que de plus en plus souvent soit rappelé dans la presse le fait que les abords des lycées, quand ce n'est pas des collèges ou des écoles, deviennent des points de deal. Ça, ce n'est pas possible. Donc la région peut accompagner par une action financière soutenue des dispositifs de vidéosurveillance, d'équipements de protection autour des lycées. Nous voulons que demain, on puisse aller au lycée
sans croiser le risque de tomber aux abords des établissements, aux abords directs des établissements, sur des opérations illicites. Je veux dire, il serait inconcevable de ne pas défendre cette idée, et il faut en parler. Il faut en parler parce que beaucoup connaissent le sujet et voudraient le mettre sous le tapis. Nous, ce n'est pas notre cas, et nous entendons défendre cette proposition. Même chose pour les trains, pour les transports régionaux d'ailleurs, de façon générale. Nous devons, dans cette région comme dans toutes les régions de France, pouvoir prendre les transports sans craindre d'être importunés par des comportements inadaptés. Là aussi, seront financées demain des opérations de financement de matériel, des financements pour des équipements de sécurité, des recrutements si nécessaire, mais il faut à tout prix que cette question de sécurité soit réglée. Parce qu'aujourd'hui, on ne nous parle pas que de ça, mais on nous parle beaucoup de ce sujet, et c'est normal parce qu'il y a de plus en plus de choses qui ne sont plus acceptables. Donc nous, aux Républicains, nous avons toujours été très fermes sur cette question. C'est une élection régionale, mais ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, ces élections, elles ont aussi une dimension politique. Et donc moi, j'assume complètement le fait de parler de sécurité à l'occasion de ces élections régionales. Et j'espère, quel que soit le résultat de ces élections, que des choses vont être vite entreprises. Parce qu'il faut agir. Il faut agir. Donc la sécurité, même si ce n'est pas une compétence obligatoire de la région, sera dans les missions que, si vous êtes élu, que vous mettrez en place en plus. Hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, d'autres présidents de conseils régionaux l'ont fait dans notre région. Je pense à l'Île-de-France, je pense à Auvergne-Rhône-Alpes, je pense à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce sont des terrains qui peuvent être investis par les conseils régionaux dans le cadre de nos compétences telles qu'elles existent aujourd'hui. Mais pour ça, il faut avoir la volonté politique d'y aller. Et nous, nous l'avons. Sur des trains, par exemple, où on pourrait envisager d'avoir des vigiles ou des agents de sécurité ? Si le besoin en est acté, ce sera tout à fait possible. Peut-être que la question ne se pose pas de la même manière dans les départements plus urbains comme la Haute-Garonne ou l'Hérault, plutôt que dans nos départements. Mais partout où le besoin s'en fait sentir, il faudra être prêt à investir sur ces sujets. Tout à fait. D'accord. On va parler un peu santé. Peut-être Stéphanie Lacoste, il y a ce grand projet d'un hôpital unique et la santé est aussi dans votre proposition. Un hôpital unique pour les Hautes-Pyrénées, un seul hôpital, est-ce que ce n'est pas dangereux ? Quelle est votre vision à vous ? Vous savez, pour faire le lien avec ce que vient de dire Romain, une politique sur la sécurité, c'est une politique qui protège socialement. C'est une politique contre la pauvreté. Vous savez qu'en Occitanie, il y a 17,7% de NEET, selon l'acronyme anglais N2ET, des jeunes donc, de 15 à 29 ans. C'est une étude Cariforef Occitanie qui le dit. De 15 à 29 ans, je crois. Je ne suis pas sûre du 29 ans. En tout cas, des jeunes. 17,7%, c'est 1,5 point de plus que sur le plan national, qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en études. Il faut œuvrer pour ces jeunes. Et finalement, tout ça est en lien. On revient sur le développement économique de tout à l'heure. Une politique de la sécurité, une politique qui protège les habitants d'Occitanie, c'est ce que veut Aurélien Pradié, il veut protéger les habitants d'Occitanie, c'est aussi leur assurer, et j'en viens à ce que vous venez de... à votre question, c'est aussi les protéger en termes de santé. Dans le programme que porte Aurélien Pradié, il y a le fait d'assurer à chaque habitant d'Occitanie un accès aux soins d'urgence cardiaque et obstétrique à moins de 30 minutes de son domicile. Et j'en viens donc à votre propos. Effectivement, c'est déjà la loi un peu, les 30 minutes, c'est déjà la loi, sauf qu'avec la fermeture de la maternité de Lourdes, on s'est un petit peu éloigné quand même de ces 30 minutes qui sont théoriquement inscrits dans la loi. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle Aurélien Pradié veut aller dans ce sens à nouveau, en créant par exemple des maisons d'urgence de proximité équipées. Pour revenir au cas de Lourdes, on parle beaucoup de Lourdes parce qu'effectivement, il s'agit de... Voilà, on est sur un média local, mais bien entendu, il s'agira d'œuvrer sur tout le département nous concernant. Mais pour Lourdes, nous sommes favorables à cet hôpital unique, qui est une chance en termes de technologie, une chance en termes de couverture, d'accès aux soins pour tout le département, tout le territoire, avec le maintien d'urgences
à Lourdes avec un service gérontologie, un laboratoire radiologique, etc., bien évidemment. Oui, parce que qui dit un service d'urgence, forcément, doit avoir la radiologie et le laboratoire pour avoir les résultats d'analyse le plus rapidement possible. Tout à fait. Avant peut-être donc un apport sur l'hôpital unique après qui a été fléché sur la commune de Lannes. La santé, c'est quelque chose aussi d'important, c'est aussi la sécurité. Vous parliez de sécurité, la sécurité bien sûr des biens et des personnes, mais également pour la santé. Bien sûr, bien sûr. Oui. Parlons maintenant effectivement de peut-être de choses qui vont troubler cette élection, c'est-à-dire peut-être l'abstention Oui, et le score du Rassemblement national. oui. L'abstention, si on regarde les chiffres des municipales en 2014, autour de 70% de participation. Les départementales, l'année d'après, en 2015, 50% de participation. Si on regarde les élections, alors c'est vrai que c'était un caractère un peu particulier cette fois-ci, pour les élections de 2020, 50% de participation. Est-ce que vous ne craignez pas que pour ces élections régionales et départementales, ça s'écroule ? Le risque existe bien sûr, mais c'est à nous qu'il appartient de mobiliser nos électorats sur ce scrutin. Parce que ce scrutin, il est décisif. Il est décisif, on a fait le tour, en tout cas un panorama des différentes compétences de la région. On s'aperçoit que la région, elle intervient sur des sujets absolument essentiels de la vie quotidienne des gens. Alors, ces élections vont encore se tenir dans un contexte particulier, parce que la faiblesse de la participation que vous rappeliez lors des municipales de l'an dernier tenait beaucoup à la situation sanitaire telle que nous la connaissions à l'époque, qui n'est pas encore complètement résolue aujourd'hui. Un petit coup d'œil chez nos voisins européens permet quand même de s'apercevoir que lorsque les modalités du vote sont bien encadrées et que l'organisation de l'élection se déroule dans des conditions compatibles avec les contraintes sanitaires que nous connaissons actuellement, les choses peuvent très bien se passer. Un exemple, et d'ailleurs il concerne des élections régionales, celles qui se sont tenues chez nos voisins espagnols dans la région de Madrid il y a un mois environ, ont connu un taux de participation de 77%. 77%. Oui, mais les régions espagnoles et la région française, c'est pas tout à fait la même chose. Mais justement, il faut que les électeurs soient bien conscients des enjeux qui s'attachent à cette élection. Et quand on parle de sécurité, de santé, de développement économique, de soutien aux entreprises, on s'aperçoit qu'en réalité, la région, elle investit tous les jours pour des sujets qui concernent absolument tout le monde. Vous qui faites les marchés, vous l'avez dit tout à l'heure, et qui rencontrez quand même la population, oui. Qu'est-ce qu'elle vous dit quand on parle de région? De suite, les gens accrochent ou connaissent le sujet des compétences de la région? Est-ce que la rapporte la région tous les jours concrètement? En tout cas, en ce qui me concerne, je ressens un intérêt. Il se dit beaucoup que les élections n'intéressent plus personne, que les partis politiques n'existent plus. Je ne crois pas du tout à tout ça. Je le dis, je ne crois pas du tout à tout ça. Et ce n'est pas l'impression que nous avons lorsque nous allons hier à Tarbes, aujourd'hui à Lourdes, la semaine prochaine nous serons à Argelès, à Lannemezan, à Vic, à nouveau à Tarbes, à nouveau à Lourdes. On sent que les gens sont en demande pour autant qu'on leur explique les enjeux et qu'on soit clair sur ce qu'on annonce. Moi, je crois que ces élections régionales, elles peuvent être le rendez-vous de la clarté politique. Beaucoup de listes voudraient nous faire penser qu'aujourd'hui, les clivages du passé appartiennent à l'ancien monde. Tout ça, c'était avant, on n'en parle plus, ça n'existe plus. Moi, je n'y crois pas. Je crois que quand on a l'honnêteté d'avoir en face de soi quelqu'un qui dit « voilà qui je suis, voilà quelles sont mes convictions », on est d'accord ou on n'est pas d'accord, c'est un autre sujet. Mais au moins, on sait à qui on s'adresse. Et l'abstention et la montée de l'abstention que vous avez rappelée, pour moi, elle provient beaucoup du fait que certains ont tenté, et malheureusement souvent réussi, à faire penser que tout se valait et que tout était dans tout. Si on peut remettre un peu de clarté à l'occasion de ces élections régionales dans le panorama politique, déjà, ça sera une bonne chose. Et moi, j'appelle les gens à voter pour leurs idées. Ne vous laissez pas dicter des consignes, ne vous laissez pas enfermer dans des considérations de vote utile. Voilà. Alors, si je vote un tel au premier tour, je prépare le barrage à tel autre second, etc. Tout ça, ça mine la politique et ça éloigne les gens de la politique. Je dis aux gens, votez pour ce en quoi vous croyez, votez pour vos idées. Voilà.
Dès le premier tour. Hein. Dès le premier tour, bien sûr. Mais si chacun fait ça, on remet de la clarté et on remet aussi de la compréhension dans le jeu politique. Voilà. Parce qu'il faut que les gens connaissent les propositions et les positions de chacun. Si tout est dans tout, si les clivages n'existent plus, si on n'a plus le droit de parler de politique, alors on dégoûte les gens de la politique et on ne peut pas leur en vouloir de se détourner de nous. Nous avons une liste qui fait un très large rassemblement avec de vraies compétences sur la liste départementale que je mène dans les Hautes-Pyrénées. C'est une liste qui est soutenue par les Républicains, l'UDI, le mouvement de la ruralité, mais c'est une liste qui doit être identifiée par les électeurs de droite et du centre comme étant leur liste. Leur liste. Et j'ai toujours milité dans cette formation politique, je crois beaucoup à la pertinence de ces propositions, et nous savons où nous habitons, nous savons qui nous sommes. Voilà. Deux élections en une, c'est pas aussi un danger? Voter le même jour pour les élections départementales et les élections régionales? Moi, je considère que c'est plutôt une bonne chose. Je considère que c'est plutôt une bonne chose parce qu'il y a des liens et il y a beaucoup de projets, notamment de projets d'investissement, qui demain auront vocation à être portés et par le département et par les régionales. Je profite d'ailleurs de votre question pour rappeler que nous avons également des candidats aux élections départementales. La concomitance d'ailleurs des deux élections n'est pas une première. Je rappelle que par exemple en 2004, par exemple en 1998, nous votions le même jour pour les régionales et pour les départementales. On voit bien que vous parliez d'une certaine lassitude peut-être des électeurs avec la montée de l'abstention. Quand on peut regrouper des élections qui, quelque part, ont une finalité unique, qui est de développer le territoire, je ne vois aucun inconvénient à voter le même jour pour les régionales et pour les départementales. Stéphanie Lacoste, vous vouliez rajouter? Je voudrais rajouter un point qui me semble important, c'est que nous sommes dans une période contrainte, je l'ai dit tout à l'heure, on le sait tous, période dans laquelle les échéances démocratiques sont parfois considérées comme secondaires. Et je trouve que c'est regrettable. Aurélien Pradié ne conteste pas, par exemple, l'urgence sanitaire, ça c'est une évidence, mais il constate avec inquiétude qu'elle écrase souvent de nombreux principes essentiels, et notamment les principes démocratiques. Et moi, j'aurais envie de rajouter qu'il faut que les électeurs choisissent en fonction de leurs idées, comme tu le disais, Romain, choisissent des personnes en toute transparence, qui parlent vrai, qui apportent des actions, des programmes. Nous ne sommes pas des élus qui allons à la soupe ou qui allons par opportunisme, par intérêt personnel, vers tel ou tel. Nous avons nos idées, nous les défendons et nous sommes transparents. On parlait d'abstention, mais il y a aussi le vote Rassemblement national qui pourrait peut-être, vous disiez que la sécurité était un enjeu et quelque chose de fort dans votre programme qui va au-delà des compétences du conseil régional, mais que vous voulez, si vous êtes élu, mettre en œuvre. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi qu'à un an des élections présidentielles, les gens ne vont pas faire un vote de sanction par rapport à la politique nationale et gouvernementale? Moi, je considère que le Rassemblement national est une formation qui, au départ, se nourrit des déceptions et des échecs des autres formations classiques. Je voudrais dire que dans mon esprit, il n'existe pas des bons électeurs et des mauvais électeurs. Beaucoup de gens qui ont voté à droite pendant des années sont aujourd'hui sensibles aux sirènes du Rassemblement national, considérant qu'il faut frapper un grand coup, etc. Moi, je pense que, et c'est tout le sens de mon engagement aux Républicains, de ma candidature au régional avec toute la liste qui m'entoure, je crois que si demain la droite républicaine que nous incarnons joue son rôle, assume ses convictions et sait aussi s'emparer des sujets qu'elle n'aurait jamais dû laisser à d'autres, nous pouvons reconquérir ces électeurs qui sont partis. Bien sûr, les choses ne sont pas faciles parce que ça se passe sur le long terme. Et lorsqu'une déception a pu naître dans l'exercice du pouvoir à l'égard d'une formation que vous avez longtemps soutenue, il n'est pas facile et rapide de reconquérir cette confiance. Mais c'est en étant ferme sur nos convictions, en annonçant la couleur, si je puis dire, que nous pouvons demain retrouver ces électeurs.
Donc la montée du Rassemblement national, pour moi, elle n'a rien d'irréversible, je le dis. D'ailleurs, nous verrons dans quelques semaines les scores réalisés par les uns ou par les autres. Il faut dire d'ailleurs que dans cette région Occitanie, le fait d'avoir associé Midi-Pyrénées avec tout le littoral languedocien, où historiquement le Front National a toujours été plus fort, a pu jouer en notre défaveur. Mais nous voulons occuper notre terrain politique. Nous sommes la droite, le Rassemblement de la droite et du centre. Et donc, si demain nous portons des propositions de droite, le Rassemblement national reculera. Et des électeurs qui, de bonne foi, ont pu aller vers ces formations, reviendront vers nous. En tout cas, c'est ce à quoi nous nous attelons. Voilà. Pour terminer cet entretien, pourquoi on devrait voter pour vous? Ma dernière question, c'est pourquoi on voterait pour vous? Quels sont les arguments que vous voulez dire pour terminer cet entretien? Bien, je crois qu'en votant pour nous, les gens peuvent voter pour une équipe de passionnés, de gens qui s'investissent pour le développement du département, de la région. Je l'ai dit, la politique est un exercice exigeant. Et vous retrouverez sur cette liste des gens qui, à côté de leurs engagements professionnels, associatifs, quels qu'ils soient, et qui leur prennent beaucoup de temps déjà, eh bien, vont chercher à apporter quelque chose. La politique, c'est servir son prochain, c'est proposer quelque chose. En votant pour nous, les électeurs, en particulier nos électeurs historiques de la famille de droite et du centre, peuvent faire un acte de clarté politique. Ils peuvent envoyer un message. Et je leur demande d'envoyer ce message, clairement. Parce que les propositions que nous portons en matière notamment de sécurité, d'économie, etc., les autres listes ne les portent pas. Et donc, en faisant le choix de la clarté, en faisant le choix d'une équipe de personnes investies dans des engagements politiques sur le long terme, qui, de bonne foi, pensent pouvoir apporter quelque chose au département, eh bien, les électeurs feront un acte positif et utile. Moi, je leur demande de se mobiliser. Les raisons sont nombreuses de préférer aller à la pêche ou randonner dans le parc national des Pyrénées le 20 ou le 27 juin. Moi, je demande en particulier aux nôtres d'être présents, parce que je compte sur eux. Je compte sur eux. Il faut impérativement qu'à l'occasion de cette élection, les gens se remobilisent, disent leur soutien à des propositions claires, assises sur des convictions solides. C'est ça la force de notre liste. J'y crois beaucoup et je leur donne rendez-vous au mois de juin. Stéphanie, un mot pour la fin? Peut-être rajouter simplement, ne laissons pas les électeurs occitans face à un non-choix. Nous proposons une alternative, un nouveau souffle, une clarté, une transparence, tout à fait. Un programme courageux, crédible, défenseur de certaines valeurs, et avec un homme, Aurélien Pradier, qui les porte pleinement. Du courage pour l'Occitanie, c'est cette émission, Le Grand Direct. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et de s'être exprimés sur Lourdes Actu. Merci beaucoup, bon vent à vous et à très bientôt. Merci. Merci.